Salut à tous et bienvenue sur Codecraft. Dans cette chaîne, nous allons parler de code, mais aussi de tout ce qui tourne autour de l'expérience du développeur. Car oui, aujourd'hui, tout le monde s'occupe de l'expérience de l'utilisateur, mais personne ne s'occupe de l'expérience du développeur, sachant qu'il passe de nombreuses heures à concevoir et à améliorer des applications et des programmes. Donc du coup, sur cette chaîne, je offre à tout un chacun la possibilité de se mettre dans la peau d'un dev pour voir un peu comment ça se passe lorsque vous êtes en face d'une application que vous devez rendre du genre à la veille et que tout ce que vous testez comme fonctionnalité a un bug. Alors voici la mise en situation. Vous recevez un client qui n'est pas du domaine, il vous dit que bon, cher dev, j'ai besoin de mon propre LGBT. Carrément, il vous le sort comme ça, qu'il veut carrément son propre système de gestion de base de données. Bien évidemment, vous voyez un peu l'allure des choses. Vous lui dites que c'est un système complexe. Il dit qu'il a fait ses recherches et qu'il sait en partie les fonctionnalités qu'il veut. Donc, il va vous spécifier une, une zone, une zone de jeu, voilà, une zone, une limite de votre de l'application que vous devez concevoir. Donc il va carrément cerner l'environnement de l'application que vous devez développer. Donc du coup, il veut quoi? Alors, on va se créer un petit fichier MD de, je vais dire quoi, c'est client con pour ces conditions, voilà, MD. Alors, qu'est-ce qu'il veut, le client? Il veut que son système puisse créer une base, voilà, une seule base. Voilà, donc vous pouvez créer uniquement une seule base, voilà. Il voudrait qu'on puisse ajouter des tables, donc vous devez pouvoir ajouter les tables, donc la base qui a été créée. Vous devez pouvoir insérer des données, voilà, dans les tables. Vous devez pouvoir supprimer donc tout le CRUD en fait. Il demande que vous soyez capable en fait, voilà, de faire la totalité d'un CRUD classique, insérer, modifier, supprimer, voilà. Et donc tout le create, il veut un create, un read et un update et un delete dans les tables. Et il veut qu'on puisse ajouter une table et supprimer, voilà, tout simplement. Il vous dit que l'application sera bien évidemment mis à jour de temps à autre, mais pour le moment, voici le gros des fonctionnalités qu'il veut. Donc, il veut que votre code puisse créer une base, ajouter des tables, supprimer des tables et faire les trois opérations classiques, voilà, effectuées dans les tables d'une base de données. Ok. Donc on se dit, vous en tant que dev, vous dites que bon, c'est un peu bizarre, voilà, parce qu'il y a déjà des bases de données sur le marché, mais s'il vient vous voir qui veut un truc spécifique, bon, vous posez pas trop de questions, vous dites d'accord, vous acceptez le marché et vous vous mettez à développer. Alors je vous invite, vous chers auditeurs, à prendre votre appareil et vous aussi à commencer à
créer le prototype de l'application que votre client vous a demandé. Alors moi je m'y mets. Je vais débuter par une analyse assez rapide dans ma tête. Voilà, j'analyse. Ok, je viens de structurer mentalement la logique du système et je me dis que j'aurai forcément besoin d'un script .ts. Voilà, moi j'ai décidé de partir sur du TypeScript. Voilà, vous pouvez partir sur n'importe quel langage, c'est comme vous voulez. Mais c'est juste que chacun puisse se sentir à l'aise avec la technologie et rendre au client le projet qu'il a demandé. Moi, je vais partir sur du TypeScript. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai décidé de diviser les différentes responsabilités des composantes de mon code, de mon programme sous fichier. Déjà, je vois déjà la lieu d'où vont les choses. J'aurais besoin d'une interface. Alors, c'est quoi les interfaces? Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des structures de données qui permettent de définir un comportement spécifique pour une variable ou bien une propriété d'une classe, tout bêtement. Ou bien pour une classe elle-même, voilà. Donc, ça permet de dire que toi, tu es censé faire ci et faire ça. Voilà. Donc, du coup, je vais me créer des interfaces. Voilà. En TypeScript, ça se fait avec le mot-clé interface et le nom de l'interface. Je me dis que j'aurai besoin de l'interface qui définit le comportement d'une table, d'une base de données. Donc, on va essayer de simplifier le truc au maximum. Voilà. Bon, je me dis qu'une table, c'est un name, donc qui est de type string. Voilà. La particularité avec le TypeScript, c'est que vous avez la possibilité de typer vos variables. Typer signifie simplement de dire en avance le type que la variable va prendre avant de prendre l'élément. Là maintenant, si vous passez une valeur qui est différente de la variable, par exemple, si j'essaye de passer un number, voilà, vous voyez que ça me génère l'erreur. Bon, là, ça ne concerne pas vraiment le passage, ça dit juste que l'initialisateur d'une interface, la valeur d'une interface ne peut pas être initialisée, mais vous avez compris le principe. Donc du coup, name.2.string, voilà, après une table, c'est aussi des colonnes, voilà, des colonnes. Colonne, c'est quoi? C'est un tableau. Voilà, si on parle du fait que toutes les colonnes sont généralement en en-tête sur la table ADB, voilà. C'est dire que le tout forme un tableau. Voilà. Et là, du coup, on a ID classiquement. On a, qu'est-ce que je fais? Oh non, je suis en train d'assigner des valeurs. Oh, je dois juste spécifier un comportement. Donc, ok, column, new. Maintenant, une table aussi des valeurs, voilà, des valeurs. On va se dire que quoi, c'est vu que on va faire des tuples, voilà. Le tuple c'est quoi? C'est si vous développez en Python, oui, généralement les tuples ça se présente un peu comme ça, avec des éléments qui sont dits non mutables, voilà, qui ne peuvent pas être modifiés. C'est généralement des trucs comme ça, voilà, avec tout un tas de valeurs à l'intérieur prédéfinies. Généralement des trucs de cette façon. Donc du coup, je me dis que mon truc, les données que j'insère, normalement ça doit sortir sous forme, ça doit être des enregistrements qui prennent toutes les colonnes de la table. Donc on va se dire que ça, les valeurs sont d'un tableau, de tableaux. Voilà, parce que le type tuple en TypeScript c'est un tableau qui contient des éléments que je vais dire qui sont liés juste à poser. Voilà. Donc du coup on a le comportement de notre table, voilà. Et maintenant il faut référencer le comportement de notre base de données. Donc je vais créer data interface database. Basiquement
une base de données référencée par un nom. Voilà. Dites en commentaire si vous avez fait la même analyse que moi ou bien si votre analyse est tout à fait différente. Dites-le aussi, voilà, ça permet à tout un chacun de voir ce qui se passe réellement dans la tête d'un dev, voilà. Bon, ça en fait c'est ce qui se passe dans ma tête. Mais comme nous ne pouvons pas avoir la même notion des choses, mais forcément tout converge. Donc une base de données a un nom, après ça des tables. Et on va se dire basiquement que notre table c'est un tableau, voilà, deux tables. Donc, on va faire un table de table. Basiquement, c'est ça. Alors, du coup, maintenant que nous avons nos interfaces, il est temps de les implémenter. Donc, je vais me créer un fichier classe. Voilà. Classe.ts tout simplement. Ou bien je peux mettre le même nom que ma classe. Je peux mettre database. Voilà. C'est la classe que je vais créer tout à l'heure. TS. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais définir le comportement de ma classe en me servant des interfaces que j'ai créées. Classe database. Voilà. Généralement en PHP, c'est comme ça qu'on fait. On attribue le nom du fichier au nom de la classe et vice versa. Ça permet en fait de savoir que dans ce fichier, j'ai telle classe. Et ça nous évite d'être forcément ça nous évite de ne pas forcément entrer dans le fichier pour voir son contenu. Rien qu'en lisant le nom, on sait que là, oui, on a une classe telle, on a une classe telle. Alors, on va faire un implement de database. Voilà. Alors, on dit quoi? La classe. Ah, d'accord. Je n'ai pas exporté. Voilà. Oui, en TypeScript, il y a la possibilité d'exporter, voilà, vos petits composants de code. Quand je dis composants, je vais bien sûr parler des classes, des interfaces, des variables, par exemple. Vous pouvez les importer. Donc, lorsqu'on veut qu'une variable soit déjà sorte de sa zone, voilà, de son fichier, on utilise le mot export. Et maintenant, si on veut que elle se retrouve dans un autre fichier, par exemple, on utilise le mot-clé import, on met les accolades, on met le nom de l'interface, voilà, et notre éditeur VS Code qu'on aime s'occupe de la complétion, de l'autocomplétion, voilà. Voilà, du coup, l'implémentation de notre base, de notre interface est en train de prendre forme. Il faut maintenant respecter les propriétés de l'interface, c'est-à-dire quoi? Un name en string et table en voilà. Bon, maintenant on doit aussi également importer notre interface eTable. Donc je l'importe et on est bon. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah d'accord, oui, je suis omis de l'exporter. Voilà, on est bon. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Voilà, tout simplement, on doit initialiser nos valeurs. Du coup, on va se faire un constructeur. Voilà, un constructeur, c'est juste une fonction qui permet d'initialiser les éléments d'une classe lorsqu'elle est instanciée, tout simplement. C'est-à-dire quoi? Elle doit prendre des valeurs de base. Mais ça, vous le saviez déjà. Donc, mon constructeur va prendre n qui est forcément là pour le nom. Voilà. Mais il est souvent important d'attribuer des noms de paramètres plus expressifs, voilà, qui veut dire forcément quelque chose. Parce que là, on voit n, on comprend pas grand chose. Mais bon, quand vous êtes dans votre cadre de travail, voilà, que vous comprenez bien, vous pouvez bien prendre en main votre workspace. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous déranger avec ces petites
pratique, mais s'il est question de travailler dans un projet avec d'autres devs ou bien d'autres personnes, vous êtes obligé d'utiliser des variables plus explicites, d'utiliser des commentaires et ainsi de suite. Donc du coup, ensuite, on a T, voilà, qui sera la première table, qui sera une i-table, un tableau, voilà, de i-table. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va initialiser, voilà, on va faire this, le mot-clé qui fait référence à l'instance courante. Il est aussi utilisé en PHP, aussi en Java, voilà. This, je pense qu'en Python c'est self, je crois. Bon, je crois, ça fait depuis un moment que j'ai pu toucher trop, j'ai plus trop touché à ce langage, mais bon. S'il y a des devs de Python parmi les auditeurs, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Je pense, je sais pas si c'est self ou bien il y a aussi this, mais bon. Dites-le nous dans les commentaires. Donc du coup, à this name, on affecte n. Et à this.table, on affecte t. Tout simplement. Voilà. Notre classe, notre prototype est, je vais dire quoi, quasiment opérationnel. Voilà, on peut dire qu'on a déjà une ossature. Ok, maintenant, allons dans notre fichier principal, notre script.ts, pour essayer de voir un peu à quoi ça ressemble. Déjà, il faut que j'importe ma base de données. Donc, je vais d'abord l'exporter là. Export. Voilà. Puis, je viens dans script et je vais l'importer. Import, accolade, database, comme ceci, et notre éditeur qu'on aime s'occupe de l'autocomplétion. Voilà. Ok, tout est bon, tout est bon. Sa valeur n'est... Ok, bien évidemment, sa valeur n'est pas... Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'instancier. On va faire late. Voilà le mot-clé pour déclarer des variables en JavaScript. Late égale new. Le mot-clé pour instancier une classe, voilà, plus le nom de la classe database qu'on a exporté. Et les parenthèses qui appellent directement le constructeur. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a des éléments qu'on doit passer. Voilà, ça fait référence aux éléments qu'on a déclarés lorsqu'on créait notre constructeur. N pour le nom de la base et T pour la première table que notre base doit contenir. Voilà. Donc du coup, on va passer notre base de données que je vais appeler CodeCraft. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, voilà, c'est selon ce que vous avez décidé de faire. Du coup, il me faut une table, il me faut un tableau de table. Donc, alors je vais aller me chercher ça, je vais me créer ça, je vais me créer des variables, voilà, qui va me permettre un peu d'avoir un visuel sur le type, sur la structure de mes interfaces. Donc, je vais déjà commencer par les importer, voilà. Ok, maintenant je vais créer une let table qui sera de type i-table, qui va contenir un nom, voilà, un name qui a une valeur. On va créer une table classique, voilà, users, la table utilisateur qui permet de stocker les utilisateurs. Les colonnes de notre table, on a basiquement ID, on a name, email, voilà, et password, tout simplement. Voilà, on fait comme ça et comme ça.
va falloir que je me trouve un éditeur de formatage, parce que là, bon, ok, je pense que là, on est bon. Maintenant, du coup, on doit se définir des valeurs. Mais généralement, lorsque on crée la table, elle apporte toujours des valeurs directement. Bon, oui, on peut décider quelles sont les valeurs lorsqu'on la crée, mais on peut aussi décider qu'elle reste d'abord vide. Alors, si on suit cette logique, alors on attribue le signe point d'interrogation pour dire que les valeurs peuvent être passées, mais qu'elles sont optionnelles. C'est du genre, lorsqu'on crée la table, on n'est pas forcément obligé de la remplir de valeurs. Et si on décide de la remplir les valeurs, ça passe toujours. Donc, voilà. Du coup, on peut venir repartir sur notre variable. Voilà. Ok, on retire ceci. Et après, on va l'exporter pour l'utiliser dans notre fichier principal. Import table. Ok. Voilà, tout est bon. Donc, du coup, on va passer un tableau de table. Tout est bon. Voilà, on vient de basiquement créer la première table de notre système. Voilà, on va tester tout ça. On va faire TSC. Ok. Voilà, tout était bien compilé. On va faire node nom du fichier. On n'a pas besoin de mettre l'extension. Je pense qu'on la met même pas. Ok. Et on retourne. Ah! Ok, j'ai oublié de faire un console.log de database. Voilà. J'ai juste oublié de faire un console. Voilà. Maintenant, on va recompiler. Toujours recompiler après avoir modifié le fichier. Les fichiers, voilà. Ok. Voilà, on a notre base de données qui s'appelle Codecraft et qui a une table, la table utilisateur, qui a des colonnes. Si on décide d'afficher les colonnes aussi, voilà. Si on veut aussi voir à quoi ressemblent les colonnes, on met point table. Voilà, on voit la colonne, on voit toute la table, on voit plus de détails, on voit le name qui est user, le nom de la table, on voit les différentes colonnes, ID, name, email et password. Là, tout est bon. Je peux dire que là, on s'en sort plutôt pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Dites en commentaire si vous aussi vous avez géré le truc de la même façon. Forcément, il y a des mecs, il y a certains parmi vous qui ont aussi décidé de faire en TypeScript, voilà. Faites-nous part de votre avancée si pour vous, vous avez à sauter cette étape, si vous êtes déjà un peu plus avancé, voilà. Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà créé ma base de données, j'ai déjà créé une table. Maintenant, il faut qu'on puisse ajouter des tables, voilà, parce que rappelons-nous ce que le client nous a dit. On peut créer, on a déjà créé la base, mais maintenant il faut qu'on puisse ajouter des tables et aussi qu'on puisse les supprimer, voilà. Donc maintenant, il faut qu'on puisse ajouter des tables. Donc, on va se créer une fonction create table, basiquement create table qui va prendre juste la nouvelle table qu'on a décidé de créer, voilà, de table, tout simplement, et table, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste this.table.push, voilà, t, voilà. Basiquement, c'est ça. Si on peut tester, du coup, je vais faire un database.createTable et que je vais passer en paramètre nouvelle table. Je vais dans mon interface et je vais
créer une autre table que je vais exporter. Voilà, comme ceci. J'exporte directement. C'est une table produit, par exemple. Voilà. ID, name, price, le prix du produit. Et on va prendre quoi? On va prendre quoi? Et quantity, voilà. Quantity. Tout simplement. Tout simplement, voilà. Maintenant, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on appelle aussi la variable table1 et on va la passer, voilà, comme ceci. Maintenant, si on recompile, voilà, et notre script, on voit qu'il y a une nouvelle table dans notre base de données. On vient d'ajouter une nouvelle table dans notre base, tout simplement. Voilà, comme ceci. Voilà, on recompile. Ok, voilà, on a notre base de données qui a maintenant deux tables, user et products. Voilà, basiquement c'est ça. Bon, maintenant, supposons que l'utilisateur, le client ajoute une table. Ça veut dire que, bon, il ajoute une table, il ajoute une table, il ajoute... S'il se retrouve à ajouter une table, deux tables identiques, ça peut poser problème, non? Généralement, dans nos SGBD, lorsqu'on essaie d'ajouter une table qui a le même nom qu'une autre table, ça génère l'erreur. Donc, je pense qu'il faut gérer cette éventualité. Voilà. CLS pour d'abord nettoyer tout ça. Et maintenant, aller gérer le cas où l'utilisateur il crée une table qui existait déjà. Lui n'est pas là pour savoir si la table existait dans la base de données. Il doit juste voir que la table qu'il doit mettre, elle était déjà là. Il n'est pas là pour aller checker la base de données visuellement. Voilà. Donc du coup, on va d'abord conserver ceci et on va effectuer un petit traitement. Voilà. On va se créer une fonction, voilà, qu'on va appeler verify table. Voilà, verify table, qui permet de vérifier si une table existe ou non. Verify table, voilà. Donc, puisque c'est un tableau, moi, généralement, qu'est-ce que je fais? Je vais de façon naturelle, je vais de façon native, voilà, comme un bébé dans une boutique de succès, de totote, quoi. Donc, je me fatigue pas. Je fais un let i pour itérator, voilà. Je sais pas, quelqu'un m'avait demandé pourquoi les devs utilisent toujours i. Pourquoi on utilise même toujours i? Pourquoi nous utilisons toujours i? Bon, moi je me suis dit que i fait référence à itérateur, donc ça va de soi. Mais bon, faudrait savoir. J'espère que quelqu'un va me dire en commentaire pourquoi on utilise toujours i, parce que même à l'école c'est i. On va savoir pourquoi. Mais plus tard, parfois on voit j, on voit k, mais bon. Donc s'il s'agit de faire juste une boucle, c'est toujours i. Let i qui est un number, voilà, toujours typer les variables, c'est une bonne pratique qu'il faut vraiment conserver, voilà. C'est pour ça que généralement je conseille, voilà, à ceux qui veulent se lancer dans le domaine, de chercher un langage qui permet le typage dynamique, le typage statique, pardon. Là, comme ça, vous pouvez garder l'habitude, même lorsque vous serez en train de manipuler un langage qui utilise le typage dynamique. Donc du coup, let i number, i strictement inférieur à this table dot length, voilà, puisque c'est un tableau.
fait incrémentation de 1. Du coup, puis on fait une vérification if. Qu'est-ce qu'on vérifie? Il faut que quelque chose passe en paramètre. Bon, je me dis que c'est la table qu'on veut passer qui passe en paramètre. Donc du coup, if this, voilà. If this, if nom de la table, je vais mettre nt pour table name, qui est de type eTable, voilà. eTable, voilà. If nt, comment à quoi ressemble nt? Non, voilà. Si nt point name est, je vais dire quoi, strictement égal à this table crochet i point name, voilà. Si c'est le cas, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on se dit que la table est déjà là, donc du coup on pousse une exception, true new error, qui va simplement afficher que $ accolade nt name already exist in $ accolade this name. Voilà, tout simplement. Si on parcourt et qu'on retrouve le nom à l'identique, alors on va simplement se dire que l'élément existait déjà dans la base de données, que la table existait déjà à la base de données, et du coup bah, le code s'arrête. Voilà, on jette une exception et c'est tout. Donc du coup, lorsqu'on veut créer une autre table, on fait d'abord appel à verify table. Donc on va faire this verify table qui va prendre t, voilà. Et si aucune exception n'est jetée, c'est-à-dire que si on réussit à entrer dans la boucle, à parcourir tout sans jeter une exception et qu'on en ressort, bah tout simplement, alors on va pouvoir ajouter simplement la table qu'on aura voulu. Donc du coup, Windows V pour rechercher, et voilà. Voilà, l'élément a été ajouté proprement dans notre base de données. Maintenant, allons tester tout ça. Je pense que je dois terminer au moins avec un message de succès. Donc je vais faire un console.log. New. Voilà. New. Mon new table. New table t.name added successfully. Je suis pas très doué en anglais, mais bon, je me dis que ça a légèrement sens. Donc new table, nom de la table, nouvelle table ajoutée avec succès. Voilà. Donc allons tester tout ça.
TSC. Voilà, voilà, ok. Ok, on se retrouve donc du coup avec une nouvelle table à l'intérieur de notre base de données, voilà. Maintenant, si on essaye pour le coup d'ajouter la table à l'identique, on est censé avoir une erreur. Ok, si on rappelle commande, on recompile. Voilà, après qu'on fait ceci, ok, on a une erreur qui dit que la table existe déjà dans la base de données. Ok, donc maintenant on peut faire comme ceci et retirer ceci. Voilà, ok. Basiquement, on vient de résoudre partiellement, voilà, parce que rien n'est jamais résolu totalement, mais on vient de résoudre partiellement le problème de la double table. Voilà, il ne faudrait pas que l'utilisateur puisse ajouter une même table dans une base de données. Ça peut créer des confusions lorsqu'il faudra récupérer des éléments ou bien ajouter. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'il faut encore? Allons voir notre cahier de charge. Voilà. Créer une table, c'est bon. Ajouter des tables, c'est bon. Maintenant, il faut qu'on puisse supprimer une table. Voilà, donc du coup, lorsque on ajoute, il faut qu'on puisse aussi supprimer. Donc, on va se créer une autre fonction qu'on va appeler delete table. Delete table. Voilà. Et qui va prendre en paramètre, toute la table. Voilà, généralement, je travaille avec toutes les tables. Bon, est-ce qu'elle doit vraiment prendre toutes les tables? Bon, ouais, je pense que donc, j'imagine un peu le truc, c'est du genre quoi. Tu check une table, c'est un truc checkable, voilà. Tu check sur la checkbox de la table, voilà. Tu check dessus, ensuite tu cliques sur supprimer, ça prend le tout et ça drop. Voilà, je pense que c'est un truc qui fonctionne un peu comme ça. Voilà, dites en commentaire si vous imaginez le truc autrement. Voilà, j'aimerais beaucoup voir comment vous faites pour analyser le système de votre côté. Voilà, on a createTable. Voilà, maintenant qu'est-ce que createTable fait? Elle prend la table, elle vérifie d'abord si la table existe. Voilà. Si la table n'existe pas, faut déjà, lorsqu'on décide de supprimer une table, on doit bien évidemment vérifier si elle existe. Mais maintenant, cette vérification doit se suivre d'un comportement un peu différent. Donc du coup, on fait quoi? On vérifie si l'élément est trouvé à la table. S'il ne l'est pas, je pense pas qu'on jette directement des erreurs comme ça. Je pense que on va tout simplement faire un console log parce que je me rends compte que j'ai exactement aussi besoin de cette fonction ici. Mais maintenant, si je fais uniquement un console log, le reste du code risque bien évidemment aussi s'ajouter. Donc maintenant, il faut une vérification qui vérifie si la table existe. Mais là, voilà. Mais elle n'est pas dans le même contexte. Là, on veut vérifier, si la table existe pour ne pas qu'on puisse créer des doublons. Là, maintenant, on veut vérifier si la table existe pour qu'on puisse supprimer. Je pense qu'on va devoir se créer une autre fonction qui aura pratiquement la même structure, voilà. Bon, je pense qu'on va peut-être trouver une façon de consolider les deux, mais bon, allons d'abord, on va
faire, là on va faire verify table exist. Et plus bas, on va faire un verify table not exist. Verify table not exist. Voilà. Globalement, c'est ce qu'on va faire. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend un tableau, ça parcourt, si ça trouve. Alors, je pense que on va parcourir si ça trouve. Qu'est-ce que ça fait? Ça, je pense qu'on va retourner quelque chose. Je pense que je vais retourner un truc. Voilà. Je vais forcément retourner un truc. Je vais créer une valeur. Je vais faire let find. Voilà. Ou let found. Comme vous voulez. Bon, je vais partir sur find. Comme la fonction find, let find qui passe d'abord, qui est un booléen. Voilà. Booléen qui passe par défaut à false. Voilà. Mais si l'élément est trouvé, ça passe à true. Ça passe à true. À true, donc find va passer à true. Ok. Sinon, find passe à false, repasse à false et on return find. Ce qui fait que dorénavant le type de retour, voilà, de notre fonction, c'est un booléen, tout simplement. Ici, on peut passer à void. Voilà, comme je vous ai dit, c'est souvent important de penser à typer vos fonctions. Voilà, ça retourne un booléen si c'est trouvé. Donc du coup, delete. Si on va faire un if non, du coup on va faire on va faire un if this verify table not exist. Non, on n'est pas obligé de réaffecter une variable. Voilà. Et je vais me rendre compte que si je fais ça, ça veut dire que je vais changer. Mieux, je laisse la valeur de départ. Si c'est bon, on va transformer et on va retourner. Si ce n'est pas bon, ok, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà, if tab verify. C'est-à-dire si ça passe à true, c'est-à-dire si la table est trouvée, on va passer T. Voilà. Si ça passe à true, généralement lorsqu'on fait comme ça veut dire que ça vérifie si le type est true. Mais on peut contrôler le truc en faisant true. True, ça veut dire que si on a trouvé l'élément, alors on le supprime. Donc du coup on fait quoi? On fait un this. Alors il ne faudrait pas qu'on supprime n'importe quelle table. Il faudrait qu'on supprime une table spécifique, voilà. Donc du coup, il faut qu'on conserve aussi un autre élément. Mais je ne peux pas retourner deux éléments.
pense que l'élément est trouvé. Il faudrait aussi que... alors, est-ce qu'on peut retourner un tuple? Puis je pense qu'on peut retourner un tuple. Donc du coup, je vais retourner un tuple, voilà. Je vais décider ici que je retourne un tuple. Donc du coup, on va retourner un tuple comme ceci. Un booléen et un number. Voilà. Basiquement, c'est ça. Et maintenant, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On vient là, on crée notre tuple, on retourne find et on retourne. Qu'est-ce qu'on retourne? On retourne aussi on crée une autre on va se créer une autre variable let index 2.number qui va prendre 0 par défaut, qui va passer à index égale i et qui va aussi être retourné si l'élément est trouvé. Dans le cas contraire, de toute façon, si l'élément n'est pas trouvé, bah, on ne pourra rien en faire. Donc du coup, on retourne un booléen et l'index de l'élément. Si l'élément n'est pas trouvé, bah, du coup, this find est égal à true. Forcément, s'il a true, ça veut dire que l'élément a été trouvé. Alors, on retourne le booléen. Du coup, comment manipuler? Bon. Find, on va faire, je pense que ça se fait comme ceci. On met un tableau pour comparer le premier élément. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà, on veut comparer si. Voilà, ok, c'est bon. Et là, on veut comparer le premier qui est un booléen. Si T0 est un trou, voilà. Alors, on va... Qu'est-ce qu'on fait? On va supprimer, voilà, on va faire un this dot table, voilà, this.table pop, voilà. Pop en fait c'est utilisé pour supprimer le dernier élément. Donc on va se servir plutôt de unshift. Voilà, unshift insert a new element star unshift. Non, c'est plutôt shift. Je crois que c'est shift qui retire. Remove the first element from array return it. The array init retire. Il va falloir qu'on retire un élément spécifique. Je pense que unshift ça retire l'élément. Remove this element from array and return it in the array is empty. Unshift retourne et méthode. Insert the new element start return the new left. Je pense qu'il y a une méthode en fait qui permet de supprimer l'élément spécifique. Bon, attendez un peu. Pop, ça remove the last element from if the array is empty. Pop, ça prend rien en paramètre. Ok, ça ne prend rien en paramètre. Ça ne prend rien en paramètre. 0 attendu, mais 1 aussi. Ouais, ça ne prend rien en paramètre. Du coup, il faut qu'on se crée une fonction, voilà, qui permet de retirer un élément spécifique du tableau. Ça se complique. Voilà, ça c'est de l'expérience développeur. C'est dans les moments comme ça où ChatGPT est mon berger et je ne manquerai de rien. Mais bon, je me sacrifie et je force la réflexion. Et vous aussi de votre côté, c'est essentiel d'essayer franchement de ne pas guetter à gauche, guetter à droite, demander à Chat, demander à quelqu'un.
de juste vous focaliser sur votre écran. Faites comme si vous étiez seul au monde. Voilà, ça permet vraiment de ressentir la frustration des développeurs de l'époque. Voilà. Pop, ça retire le dernier élément. Unshift, ça retire. Unshift fait déjà quoi déjà? Unshift, ça retire. Insert a new element at the start of array. Insert a new element. Ça ajoute un nouvel élément au début du tableau. Shift retire le premier élément. Et push, qu'est-ce que push fait? Bon. Shift retire le premier élément. Unshift insère un élément. Donc Shift retire le premier élément. Unshift insère un premier élément. Pop retire le dernier. Et push retire, ajoute au dernier. Pop retire derrière. Push ajoute derrière. Shift ajoute devant. Unshift retire devant. Bon, maintenant, il n'y a personne qui retire quelque part, qui retire quelque part, voilà. Ou bien, je peux faire un map, je peux faire un je peux faire un filtre. Oui, je peux faire un filtre pour retourner, voilà. Voilà, je peux faire un filtre. Je peux faire un filtre, voilà. Filtre qui va prendre quoi? Qui va prendre, je vais créer un paramètre banal, voilà, je sais pas. Qui va prendre V, voilà, et qui va retourner V ou function that access to argument. The filter method is called the predicated function or time for each element in the array. One time, return the element of array that meet the condition specified in callback function. Voilà, ça. Ou filtre ou V est supérieur est compris, voilà, ou V est cela retourner la condition, sinon ça veut dire quoi? Si je fais un filtre de 1, 2, 3, 4, 5 et que cela me retourner les éléments qui sont supérieurs. Attends, ça me retourne un élément numérique dans le tableau spécifiquement. Non? Donc ça va me retourner. On retourne l'index, voilà. Ça uniquement pour des tableaux numériques. Ouais, c'est uniquement pour des tableaux numériques. Est-ce que je peux travailler avec les index, par exemple? Est-ce que je peux travailler avec les index? Attends. Du genre dot index of. Non, je peux pas. Je peux pas. Donc du coup, je suis un peu bouqué. Alors, on va essayer de repenser l'idée. Alors, si on décide alors que notre base de données, c'est une pile. Ouais, on peut faire comme cela et dire au client que bon, votre base de données fonctionne comme une pile, voilà, pour dire quoi, ajouter un élément, on ajoute la tête et pour retirer, c'est à la tête également. Du genre, si j'ai ajouté, mais bon, ça ne résout aucun problème, qu'est-ce que ça compte?
Excusez, ce sont, je veux dire quoi, des pensées vides qui n'ont rien à voir avec l'idée. Mais bon, qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir en tête lorsque nous sommes bloqués sur un problème que GPT pourrait résoudre en quelques minutes. Mais bon, nous sommes devs, nous avons été formés pour ça. Vous n'êtes pas dev, mais vous voulez tester ce que ça fait de se trouver dans la peau d'un dev. Donc du coup, battons-nous. Ok, repensons nos fonctions. On part du fait que on se sert d'un trou pour d'une fonction qui retourne un tuple pour la position de l'élément et dans le tableau. Et il n'y a pas un truc pour retirer la position d'un index spécifique dans un tableau. Forcément, il devrait avoir une fonction comme cela. Euh, Bon, je pense que on a tous mérité quelques minutes de pause parce que là, ça devient vraiment chaud. Donc, on se voit prochainement pour la suite de la vidéo. Je vous invite à ne surtout pas aller chercher la solution ailleurs. Euh, Restez sur votre bureau, bien prenez un stylo, prenez un bout de papier, repensez la totalité de votre projet, de votre code, et essayez de trouver la solution par vous-même. Je vous rappelle, nous sommes ici pour expérimenter les galères des devs. Alors, on se dit à la prochaine pour la suite. Ciao!